Donc l'écologie ou bien la science de l'écologie, il va essentiellement étudier la relation à petite ou à grande échelle. Et comme j'ai dit au début, ça va commencer par l'individu. Bon, pour comprendre, ou bien déterminer, ou bien définir, ou bien arriver à assurer les objectifs qui sont la conservation, la production durable, ou bien la lutte contre les ravageurs, on a besoin d'étudier les espèces. On commence par soit étudier les individus, pour comprendre les mécanismes physiologiques à l'intérieur, soit la population, et dans ce cas-là, les mécanismes adaptatifs de la population elle-même, ou bien les communautés, ou bien les écosystèmes. Les niveaux, donc on a 4 niveaux d'intervention. Quand on travaille sur l'individu, dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle l'auto-écologie. L'auto-écologie, c'est la science qui étudie les rapports d'une seule espèce avec son milieu. Elle définit les limites de tolérance et les préférences de l'espèce étudiée vis-à-vis de divers facteurs écologiques et examine l'action du milieu sur la morphologie, la physiologie et l'éthologie. Donc on travaille sur une seule espèce et on essaie de déterminer quelles sont les interactions de cette espèce avec son milieu naturel. Donc ça c'est le niveau 1. Et dans ce cas-là, on examinera l'action du milieu sur la morphologie. Et on a bien dit, quand vous allez voir ça, parce que vous n'avez pas encore fait le TP, mais vous allez voir que les espèces qui vivent dans le sol, ce qu'on appelle la faune du sol, ce sont des espèces qui sont adaptées à la vie dans le sol. D'accord? Et cette adaptation, il va se montrer, ou bien on va la retrouver au niveau morphologique. Un individu qui va vivre dans le sol, d'après vous, comment il va être de point de vue morphologique? Qui va vivre dans les interstices, à l'intérieur, c'est-à-dire entre les petites pierres, à l'intérieur du sol, ou bien les petites particules du sol. Comment il va être? Déjà, de point de vue morphologique. Pour pouvoir vivre et s'adapter à ce milieu. Petite taille, très bien. Les pattes, plus courtes. Les antennes, plus courtes. La forme du corps, allongée, puisqu'il va passer entre les interstices, à l'intérieur. Donc il a intérêt à avoir un corps allongé. Petit, mais allongé aussi. Donc ça, c'est des adaptations. Et c'est ça l'intérêt du TP sur la fonte du sol, c'est qu'il va vous permettre de retrouver cette adaptation et pouvoir les déterminer par rapport à la vie dans un milieu que je considère. Nous, on est des endothermes. D'accord? On est des endothermes, ça veut dire que en tant qu'individu, on doit garder une température constante. Et pour garder cette température constante, quand il fait très chaud, on doit essayer de réduire la température du corps pour que ça reste à 37. Et quand il fait très froid, au contraire, on doit dépenser de l'énergie pour maintenir la température à 37. Vous voyez donc la contrainte d'être un endotherme. C'est qu'on dépense d'énergie quand il fait chaud, mais également on dépense d'énergie quand il fait froid. Par contre, un ectotherme, qu'est-ce qu'il a comme intérêt déjà lui? Ce qu'on appelle les animaux à sang froid. Ectotherme, c'est-à-dire que la température, elle dépend, la température du corps, elle dépend de la température externe. Quand il fait chaud, l'animal est chauffé. Quand il fait froid, l'animal est froid. Et donc quand il atteint une température très faible, qu'est-ce qu'il va faire l'animal? Un serpent, quand il fait très froid, qu'est-ce qu'il fait? Il va hiberner. Il va dormir. D'accord? Il va réduire son métabolisme au minimum, ce qu'on appelle le métabolisme de base, et il va se mettre dans une galerie ou bien dans un trou, et il va attendre les conditions favorables. C'est ce qu'ils font les ectothermes quand il fait très froid. Mais c'est ce qu'ils font aussi quand il fait très chaud. D'accord? Donc quand il fait très chaud, un serpent, il ne va pas rester exposé au soleil parce qu'il va être grillé. Sa température va augmenter, il va dépasser ses capacités physiologiques. Donc lui, quand il fait très chaud, ce qu'ils font généralement, c'est qu'un serpent, le matin, il sort, il va s'exposer au soleil, d'accord? Le temps que ça se chauffe, parce qu'il a besoin de température pour être actif, pour chasser les proies, pour se reproduire. Mais il a ce qu'on appelle un préférendum thermique. Une fois qu'il dépasse cette température préférée, il va chercher un abri pour se refroidir. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation comportementale. D'accord? Par contre, nous, en tant qu'endotherme, on n'a pas une température comportementale, on a une thermorégulation physiologique. Ça se passe à l'intérieur de nous. On a un métabolisme
on secrète, par exemple, on dépense des ATP pour chauffer le corps. Quand il fait froid, on dégage de l'eau pour refroidir le corps quand il fait chaud. Tout ça, c'est des réactions physiologiques. C'est pour cela qu'on parle d'une thermorégulation physiologique. Alors que les ectothermes, ils adoptent ce qu'on appelle une thermorégulation comportementale. Quand on parle de le niveau population, là, on parle de l'écologie des populations, ou bien ce qu'on appelle également la déméécologie. L'écologie des populations, c'est la science qui étudie les caractéristiques qualitatives et quantitatives des populations. Il analyse les variations d'abondance de diverses espèces pour rechercher, si vous voulez, les causes et les prévoir. En fait, la dynamique ou bien l'écologie des populations, c'est elle qui étudie qu'est-ce qui se passe au niveau de la population. Et la population, c'est comme l'individu. L'individu se caractérise par quoi? On a dit qu'un individu, on peut dire qu'il est de taille 1,60, il présente un poids, c'est un mâle, ou bien c'est une femelle, il présente une bouche plus grande qui lui permet d'avaler des proies plus grandes. Ça, c'est les caractéristiques de l'individu. Et aussi les caractéristiques physiologiques et éthologiques. Quand on passe à la population, on prend et on considère la population comme également une entité. Et cette entité-là, qui est la population, et il a aussi ses caractéristiques. C'est quoi ces caractéristiques? C'est ce qu'on appelle les caractéristiques démographiques. Chaque population d'une espèce donnée, elle se caractérise par son abondance, sa densité, la croissance de la population, la natalité, la mortalité, la fécondité, le sexe ratio. Là, quand on veut étudier la synéécologie, dans ce cas-là, on s'intéresse à la communauté et à la biocénose. C'est la science qui analyse les rapports entre les individus qui appartiennent aux diverses espèces d'un même groupement et de ceux-ci avec leur milieu. Donc là, on passe à un niveau beaucoup plus complexe parce qu'on va étudier, c'est une science qui étudie les interactions entre les différentes espèces, la prédation, les proies, les compétitions interspécifiques, intraspécifiques. Un niveau d'étude qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus supérieur, mais généralement on l'utilise pour expliquer les interactions ou bien les relations entre les espèces dans un même écosystème ou bien dans un éco-complexe. Par exemple, tout ce qui est écophysiologie, et là c'est un terme qui est composé, écologie, physiologie. Donc on va essayer de comprendre comment cet animal-là, il réagit de point de vue physiologique aux interactions avec le milieu, mais dans le milieu naturel. Ce n'est pas dans le milieu artificiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre l'animal et le mettre dans des conditions d'élevage ou bien des conditions artificielles et suivre ses études. Non. Au contraire, on va le laisser dans son milieu naturel et on va voir ou bien étudier sa physiologie dans le milieu naturel. Et ça, c'est une science qui n'est pas très récente, mais qui est très très utile pour expliquer comment les espèces s'adaptent du point de vue physiologique à leur milieu, tout en les gardant dans leur milieu. C'est-à-dire, elles sont sous les conditions naturelles. Et on va étudier par exemple la thermorégulation d'une espèce. Comment il thermorégule, comment il augmente sa température, comment il la diminue. Ça, on le fait dans la nature. Il y a maintenant des technologies très poussées qui nous permettent d'étudier ceci sans toucher l'animal. On peut avoir sa température sans le toucher. Suivre la température de l'animal par un laser, un pistolet laser, sans s'approcher de l'animal, de loin, on peut le viser avec un laser et ça nous donne la température, par exemple, de l'animal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des techniques ou des technologies qui n'est pas invasive. C'est-à-dire exactement le mot, on ne va pas déranger les individus, on va les laisser dans leur milieu naturel et on peut les étudier de loin. On peut avoir beaucoup de données tout en restant loin de la population ou bien des individus sans les déranger parce que là, il y a maintenant même des comités éthiques qui veillent à ce que toute méthode utilisée contre les animaux doit être humaine. Tu dois te comporter avec l'animal sans douleur, sans stress, sans tel et tel et tel. Il y a tout un protocole actuellement d'éthique et chaque université, il a son protocole d'éthique qu'il doit appliquer rigoureusement pour éviter des critiques en relation avec l'utilisation des animaux dans l'expérimentation. Donc, avec le développement des technologies, des outils de mesure et tout ça, on est arrivé actuellement à travailler facilement dans la nature avec, sans toucher ou bien sans détruire
la population sur laquelle, ou bien l'écosystème dans lequel on travaille. Donc le côté, ou bien les processus physiologiques, c'est très important parce qu'ils étudient les relations entre un processus physiologique et les facteurs environnementaux. Et ça, je vous ai dit que, par exemple, la relation de l'animal, pour comprendre, par exemple, comment une espèce s'adapte dans un milieu qui est aride. Un lézard qui vit dans un milieu aride, et on voulait savoir, de point de vue, c'est-à-dire le renouvellement de l'eau corporelle, comment cet animal-là, et quelle est sa capacité à résister à des conditions de chaleur, de température et de manque d'eau dans un tel milieu. Ça peut être pour un mammifère, ça peut être... Et donc, qu'est-ce qu'on fait par exemple à cet animal-là? De lui injecter, prendre l'animal, lui injecter ce qu'on appelle de l'eau radioactive. Et donc, on lui injecte cette eau-là, c'est de l'eau 18, d'accord? Et on le laisse dans la nature pendant une période, une semaine, 15 jours. On rattrape l'individu, on prend une quantité, on prend du sang par la seringue, on fait un prélèvement du sang chez l'animal, et à travers cette technique de l'eau doublement marquée, avec un dosage particulier, on peut déterminer le turnover, la capacité ou bien le changement de la quantité d'eau sur les 15 jours. Est-ce que l'animal avait besoin d'une quantité d'eau importante ou bien est-ce qu'il a pu économiser son eau? Ok. Donc, on a parlé de l'écologie du paysage. Je vous ai dit que c'est une science qui est beaucoup plus complexe que l'écologie pure et dure, c'est l'écologie simple. Dans ce cas-là, on va étudier un ensemble d'écosystèmes d'un seul coup. C'est-à-dire on va prendre en considération beaucoup de paramètres. Et ça, c'est toujours difficile parce que plus on élargit notre champ de travail et plus on a des facteurs qui interviennent. Et donc, très, très difficile de savoir lequel de ces facteurs-là. Et surtout, quand je vous dis au début, c'est que les facteurs, ils agissent les uns sur les autres. Et donc, pour pouvoir élucider lequel des facteurs a eu l'effet sur la population ou bien sur l'écosystème, ça va être très difficile. Mais il y en a des études qui se sont faites dans ce sens-là et qui ont donné de bons résultats. L'autre niveau, c'est l'écologie globale. L'écologie globale, c'est à l'échelle de la biosphère, c'est-à-dire la totalité des milieux occupés par les êtres vivants. C'est des recherches ou bien qui sont très particulières, qui sont très poussées, avec des techniques. Si on veut étudier l'écosphère, on a besoin de satellites, on a besoin de stations de recherche, on a besoin de... C'est tout un autre niveau de la recherche, parce qu'on doit suivre plusieurs paramètres en même temps.